Hello ho. Aujourd'hui nous allons parler du dernier Spider-Man, No Way Home. La bande-annonce est arrivée il y a quelques jours de ça et a priori ça s'annonce comme étant le plus ambitieux des Marvel ever, devant même Infinity War et Endgame. À cet égard, notez le petit emblème que j'ai sur mon t-shirt, Brigade Fantôme, araignée, Spider-Man. Comme les deux premiers opus, Homecoming et Far From Home, le troisième volet des aventures de Spider-Man incarné par Tom Holland, je le savais, évidemment. Ce sera réalisé par John Watts. Pour ma part, il a fait ses preuves. Je fais partie de la... je vais pas dire minorité, mais j'ai apprécié Homecoming comme il était. Far From Home, idem. C'était plutôt drôle, on s'attache au personnage, l'atmosphère est légère. Ici, en revanche, ça va être beaucoup plus ambitieux. C'est à travers ce volet que nous allons en apprendre encore plus sur le fameux multiverse. Il a déjà été introduit par la série Loki. D'ailleurs, à ce propos, on ne sait pas trop qui va foutre le bordel ou non avec cette expansion de tous les univers. Est-ce qu'il s'agit de Loki? Est-ce plutôt la sorcière écarlate? À moins que ce ne soit Doctor Strange. Dans tous les cas, sauf grosse surprise, ce multiverse va être assez titanesque. En l'occurrence, en ce qui concerne Spider-Man, il va introduire des protagonistes qui à la base faisait partie de la franchise Sony Productions. D'ores et déjà confirmé, on sait que Alfred Molina va reprendre son rôle du Docteur Octopus. A priori, Willem Dafoe en fera de même pour le Green Goblin. De ce que j'ai cru comprendre, Jamie Foxx va également reprendre le rôle d'Electro. Et à confirmer, Thomas Haden Church pourrait lui aussi faire son retour en tant que Sandman. Un méchant principal par volet de Spider-Man, Green Goblin dans le premier opus, Docteur Octopus dans le deuxième, Sandman dans le troisième. L'homme lézard, à savoir Rhys Ifans, que je n'ai pas mentionné mais qui a priori devrait lui aussi être de la partie. Ce qui ouvre les portes de la fomentation d'une organisation bien connue des amatrices et amateurs du comics, les Sinister Six, soit une organisation de 6 vilains, 6 méchants, ayant pour but principal de venir à bout de l'âme araignée. Selon les versions, ça diffère, mais a priori, le Docteur Octopus ici devrait en être le leader. Docteur Octopus, Green Goblin, Sandman, Electro, l'homme lézard. Normalement, l'homme lézard est censé être un gentil, je ne sais même pas s'il apparaît dans les Sinister Six de base. Est-ce qu'il va vraiment faire partie de cette organisation? Mystère et boule de gomme. Mysterio et boule de gomme. Parce que justement, en parlant de Mysterio, à la base, lui aussi fait partie des Sinister Six. Or, sachant que Jake Gyllenhaal a fait une bonne prestation dans le deuxième opus Far From Home, et qu'il est plutôt apprécié de la fanbase, je ne serais pas surpris de le voir réapparaître malgré sa mort. Sachant que c'est une sorte de prestidigitateur, c'est un magicien. Le type aurait parfaitement pu orchestrer sa mort d'une manière ou d'une autre, allez savoir comment, et finalement, il va repop, hop là, bonjour Daniela, comment ça se passe la vie? De même, je serais fortement surpris de ne pas revoir Michael Keaton en vautour, sachant que lui aussi fait partie des Sinister Six et qu'il est le méchant principal du premier volet Homecoming. Là où ça devient plus nébuleux, c'est eu égard au sort de Joker et Scorpion. Ces deux-là ont été introduits également dans Homecoming. Bokeem Woodbine en Shocker, Michael Mando en Scorpion. Ces deux-là aussi ont fait partie à un moment donné des Sinister Six. C'est une équipe qui est modulaire en fait, ça change selon les comics, selon les versions, selon les autrices, auteurs, etc. Les paris sont ouverts. En ce qui me concerne, je mise particulièrement sur le Vautour et Mysterio. Ça se trouve, on va avoir un Sinister 7, Sinister 8. Pour revenir du côté des gentils, quid de Tobey Maguire, le premier Spider-Man, et Andrew Garfield, le deuxième Spider-Man? Ils n'apparaissent pas dans la bande-annonce, même s'il est probable que le Hey Peter de Dr. Octopus soit adressé non pas à Tom Holland, mais à Tobey Maguire, le premier Spider-Man. Ça serait une sorte de montage malicieux de la part de Disney, histoire de brouiller les pistes. De même, il est très probable que Kristen Dunst, en Mary Jane, fasse son retour. En revanche, en ce qui concerne Emma Stone, sachant qu'elle était enceinte lors du tournage de No Way Home, c'est possible qu'elle ne réapparaisse pas, d'autant plus qu'elle est censée être morte, mais multiverse oblige, s'ils veulent la faire réapparaître, elle va réapparaître. Et c'est maintenant qu'on aborde un point très intéressant, très fanboy, la potentielle présence de Matt Murdock, aka Daredevil, l'avocat de Hell's Kitchen, qui pourrait être l'avocat de Peter Parker. Et évidemment, on parle de Charlie Cox, à savoir l'acteur qui a prêté ses traits à Daredevil durant les 3 premières saisons coproduites par Netflix, et qui ensuite, aux côtés de Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Iron Fist, ont tout été annulés parce que Disney voulait faire sa version Disney+, son propre univers, des séries étendues, etc.
etc., etc. Il n'empêche qu'il y a toujours eu des petites rumeurs d'assimilation de ces univers au MCU de Disney. Les événements qui ont eu lieu dans le MCU étaient déjà relatés dans les séries Netflix. Par exemple, l'attaque de New York dans le premier Avenger est mentionnée à plusieurs reprises dans la première saison de Daredevil. Qui plus est, il y a une autre rumeur comme quoi Charlie Cox pourrait faire son apparition dans la série She-Hulk. Enfin, gros indice, la présence remarquée de Deborah Ann Wolf, Karen Page dans Daredevil, aux côtés de Kristen Dunst, à proximité des studios qui étaient en train de shooter No Way Home. Soit elles sont très bonnes amies de base, soit c'est bon, on a connecté les diodes et ça va. Et qui sait, aller savoir, pourquoi pas un Vincent D'Onofrio en caïd, ça serait... Quid de Miles Morales? A priori, il ne devrait pas faire son apparition. Sony pour l'instant préfère le réserver à la saga Spider-Verse. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il devra faire sa première entrée. Sachant qu'il a déjà été mentionné dans Homecoming, ce n'est qu'une question d'année. Là où je me pose plus d'interrogations, c'est sur Venom. Va-t-il lui aussi avoir le droit à une apparition dans No Way Home? Ça serait dantesque. Et pour le coup, ça serait inattendu. Pas grand monde ne se dit que les deux univers vont être rapprochés de cette manière-là. Sony et Disney ont un gros coup à jouer sur ce point-là. Idem pour Mephisto, qui j'ai cru comprendre a une responsabilité assez grande dans ce multiverse. Toutes les portes sont ouvertes. En bref, beaucoup d'attentes pour ce volet, même s'il y a des risques. À savoir un surplus d'ambition. Trop de personnages, j'ai peur que certains protagonistes soient qu'anecdotiques, servent de trépied, de marchepied à d'autres personnages. De même, j'espère que Tobey Maguire et Andrew Garfield n'auront pas le droit qu'à une apparition en toute fin de film. Il faudrait que leurs arcs narratifs soient un minimum développés. Quitte à scinder No Way Home en deux parties, ça serait à mon avis la démarche la plus raisonnable. Vu le chantier insensé du multiverse, faire ça en 2-3 heures, ça me paraît... Rendez-vous le 15 décembre prochain pour en avoir le cœur net. Il devrait y avoir une deuxième bande-annonce et a priori, à ce moment-là, Tobey Maguire et Andrew Garfield devraient faire leur apparition. Ce sera tout pour le sujet principal. Je vais rapidement évoquer mes dramas, séries, animes, mangas du moment. Au niveau des dramas du moment, je vous avais déjà parlé de Vincenzo dans le premier numéro de Pêle-Mêle. Un très bon drama, particulièrement dark, assez dur, très drôle par moment. Je vous le recommande, mais sans hésiter. J'ai également bouclé la saison 2 de Kingdom, peut-être 2-3 ans après la saison 1. Je ne sais pas ce qui m'a pris en termes de retard, mais bon. Encore une fois, très bonne surprise, très bonne production, très ambitieux au niveau de la mise en scène, la photographie, c'est incroyable. C'est une zombie apocalypse en pleine dynastie coréenne. C'est fou, je vous le recommande pareil, sauf si vous êtes allergique à tout ce qui est zombie, mort-vivant, dans ce cas-là, vaut mieux éviter, c'est très graphique. Le film Ashen of the North, qui fait office de préquel à Kingdom, est également très très bon. Vivement la saison 3. Drama japonais cette fois-ci, Alice in Borderlands. La saison 1 est incroyable, le concept est fou. Un genre de survival game qui a été introduit à la base par Battle Royale, qu'on a ensuite pu voir dans Hunger Games, mais aussi au niveau du manga Gantz, qui est un très très bon manga au passage. C'est très bien exécuté, on s'attache aux personnages, le suspense est de mise, le rythme est assez fou. Bravo à Netflix qui produit de plus en plus de dramas d'ampleur. Continue comme ça. Au niveau série du moment, j'ai beaucoup aimé Invincible, Invincible. La première saison, c'est assez incroyable, même s'il y a beaucoup de défauts, mais le concept même de déconstruire, voire détruire le mythe du super-héros est assez fou. Dès la fin du premier épisode, on sait si oui ou non on va accrocher. Le gros défaut, c'est sans conteste le dessin en soi. Le caractère design est pas du tout inspiré, c'est une sorte de plagiat d'autres héros de comics, mais ça va. L'animation, même si elle n'est pas folle, est à la hauteur lors des moments importants. Du côté live, j'ai également suivi The Boys, j'ai beaucoup aimé la saison 1, moins la saison 2 que j'ai trouvé plus brouillonne. J'ai peur que cette série-là se rallonge encore et encore, pour au final devenir quasiment insipide. Il n'empêche que tout comme Invincible, c'est une déconstruction du mythe du super-héros. Encore une fois, la saison 1 est géniale. Ça m'a mis sur le popotin, clairement, je vous le dis. Mais la saison 2, la série des What If sur Disney+, est excellente. Là encore, elle se base sur le multiverse qui a été introduit récemment. Et du coup, on a des petites histoires sur qu'est-ce qui se serait passé si dans un univers Captain America aurait été incarné par l'agent Carter. Qu'est-ce qui se serait passé si T'Challa
aurait été le leader des Guardians of Galaxy. Qu'est-ce qui se serait passé si le projet Avengers n'avait finalement pas vu le jour? C'est bien produit, c'est concis et le narratif est en général tellement réussi qu'on a envie limite d'avoir une suite à un moment donné. Toujours dans le domaine Disney, la saison 1 de Loki est géniale. On a hâte de voir la saison 2, sachant qu'elle est assez ambitieuse, si ce n'est très ambitieuse, vu qu'elle pourrait avoir introduit le principal Némésis de la phase 4. Niveau catch-up, j'ai enfin regardé la saison 3 de Jessica Jones que j'ai adoré, toujours aussi réussi sur le côté enquête. Le Némésis est assez surprenant dans la mesure où il n'a pas de super pouvoir, c'est un simple monstre humain et pourtant il dérange. Jessica Jones est toujours aussi incroyable, même si la série a été annulée par la suite, la conclusion est plutôt bonne, assez dark en cohérence avec le ton général de la série dès le départ. Pour moi Jessica Jones ça vient juste derrière Daredevil en termes de qualité, ça reste très psychologie, axé sur les stigmates de tel ou tel personnage. On va jamais entrer dans une sorte de grandiloquence, d'exagération de la trame et ce n'est pas plus mal. J'ai enfin rattrapé les saisons de American Horror Story. À la base j'avais totalement lâché après les saisons 4 et 5, Circus et Hotel, parce qu'elles m'avaient gavé. Je comprenais rien, je trouvais que ça partait en vrille et finalement, pas mal d'amis m'avaient recommandé de reprendre avec Roanoke, la saison 6, qui a priori renouait avec une certaine dimension horrifique des premières saisons, et effectivement, c'est très bon. Que ça soit la saison 6 avec Roanoke, la saison 7 avec The Kurt, la saison 8 Apocalypse ou la saison 9 1984. Chaque histoire est réussie, on s'attache au personnage. La saison 7, Kurt, qui se base sur l'ambiance post-élection Trump, invite le plus à l'introspection. C'est pas mal du tout, il y a beaucoup de rebondissements qu'on n'attend pas forcément. Apocalypse, en termes d'univers étendu, est la plus ambitieuse. Ma petite favorite, 1984, qui se porte évidemment sur l'ambiance 80s. C'est un hommage aux slasher movies, mais plus que ça, en termes de romance, en termes de narratif, en termes d'affect, en termes d'arc, humanisation des Némésis, entrechèvement des destinées, je vous avoue avoir versé ma petite larmichette à la fin. Quant à la saison 4 de The Handmaid's Tale, toujours aussi excellent. Elizabeth Moss est incroyable. Toujours aussi dark, ce n'est pas à recommander à tout le monde en termes de visée sociétale. Ça nous met en garde sur de nombreux sujets. Si on est accroché, il faut le voir impérativement. Très vite, j'ai adoré Désenchanté saison 3, assez corrosif, très marrante. On s'attache beaucoup aux personnages de Bean, Elfo et le petit diablotin. Vivement la saison 4. Love, Death and Robots, la saison 2 est pas mal, mais comparé à la saison 1, il y a pas photo, c'est pas du tout la même ambition, il y a beaucoup moins d'épisodes, il y avait moins d'inspiration, même si certains épisodes sont prenants, on sent que bon, ils auraient dû attendre encore peut-être 1 an ou 2 avant de reproposer une saison 2, parce que là il n'y avait pas suffisamment de matière. En ce qui concerne mes jeux du moment, j'ai enfin acheté Animal Crossing sur la Switch, je suis particulièrement sur Mario Kart Tour, l'aspect compétitif est très réussi, Pokémon Masters, dont les 2 ans arrivent prochainement, là ils viennent d'annoncer les unités, Lily et Lunala s'annoncent orgasmiques, et je pense enfin me mettre à Breath of the Wild avant que le deuxième volet sorte. Mes animes du moment, To Your Eternity est toujours aussi bon, toujours aussi émotionnel, on s'attache très vite au personnage, ça a une dimension tragique, c'est une sorte d'odyssée assez fantastique sur la vie et ce qu'elle implique, la vie et la mort. La saison 5 de My Hero Academia est également très réussie, même si elle prend son temps dans la mesure où le premier arc est plutôt transitoire. La dernière partie qui est actuellement en cours, My Villain Academia, va avancer du très lourd. La saison 6 sera vraiment le pivot, le moment où tout va basculer. On espère simplement que le studio Bones ne va pas trop supprimer de scènes du manga. Ça a déjà été le cas pour le premier épisode de My Villain Academia. On espère que ça ne va pas trop se répéter, autrement ça pourrait être dommageable. Toujours dans les animes, j'ai commencé Food Wars que j'adore. Bah oui, c'est un peu pervers effectivement, mais ça donne très envie au niveau gustatif, c'est assez incroyable. N'importe quel épisode déclenche un filet de bave automatique, les personnages sont attachants, l'univers est attachant. Tokyo Revengers, pareil, toujours aussi bon. La saison devrait bientôt se terminer, il reste encore peut-être 4-5 épisodes désormais. C'est assez classique en soi, le concept est plutôt sympa. Les personnages sont attachants au point qu'on n'a absolument pas envie de les voir mourir. On ne sait pas encore si la dramaturgie aura un impact important ou non sur la trame. C'est le type de shonen où à un moment donné il faut que le drama arrive.
c'est inévitable. Shaman King, le reboot, est également très très bon, surtout pour les nostalgiques de la première vague. C'est un shonen mine de rien assez traditionnel qui pourrait rebuter les plus jeunes d'entre vous. Jetez-y un œil, ça prend du temps à se mettre en place. Si arrivé au niveau de l'arc du tournoi, vous n'avez toujours pas accroché, lâchez l'affaire. Boruto est également très 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 bon en ce moment, l'arc Kara est excellent, c'est l'arc le plus important de Boruto pour l'heure. Les prochains épisodes s'annoncent épiques, potentiellement bouleversants. Et Pokémon, Pokémon, comme d'habitude quoi, Pokémon. Au niveau manga du moment, l'arc actuel de My Hero Academia en manga est très bon, une sorte de changement de ton, de changement d'ambiance qui pourrait avoir de grosses conséquences par la suite. Dragon Ball Super, l'arc actuel est également très bon en ce qui me concerne. Après moi je fais partie de ceux qui dès le départ ont accroché à Dragon Ball Super, ne serait-ce que pour le personnage de Vegeta, qui même s'il est encore une fois derrière Goku, ce n'est pas comme Dragon Ball où il était genre loin derrière Goku. Là on voit qu'il le talonne encore et encore et encore, voire parfois il le surpasse. Pour les fans du prince, je trouve que Dragon Ball Super c'est quand même un très très bon cadeau. Je note également Gintama, je suis la parution française, là on est sur le dernier arc, la bataille du Kabukicho, et c'est fantastique, c'est fantastique. Hideaki Sorachi a su mettre en scène une bataille, une guerre de manière particulièrement réussie, particulièrement construite. Et comment ne pas noter la reprise de Bleach. Là pour l'instant on a eu un chapitre, j'ai l'impression que le rythme de parution sera mensuel et non hebdomadaire, mais il n'empêche que ça fait plaisir d'avoir un retour du Big Three, One Piece, Naruto, Boruto et Bleach, ça annonce du très très lourd. Au niveau film de moment, j'ai plutôt aimé Jungle Cruise avec Z-Rock et Emily Blunt. Un film Disney classique mais qui se regarde aisément, toujours avec Emily Blunt, la suite de Sans un bruit, pas déçu mais j'ai pas compris pourquoi il y avait une suite, en fait là, le premier volet était très très bien comme ça, même son de cloche pour le 5e volet de American Nightmare, la purge. Le concept en soi est sympa, une sorte de purge illimitée, mais l'exécution est assez sommaire, assez classique, tu regardes et tu oublies. Free Guy avec Ryan Reynolds c'est plutôt sympathique, j'aime bien l'humour de Ryan avec ce qu'il a pu proposer via Deadpool. Après au niveau de la structure, c'est très classique, mais le concept est plutôt cool, le fait qu'un NPC, ces personnages non jouables, puissent acquérir une conscience et devenir une sorte de héros de son propre jeu, c'est sympa. Cruella, j'ai adoré, Emma Stone est incroyable. A priori il va y avoir une suite. Black Widow, alors pour ma part j'ai bien aimé, c'est rythmé, Scarlett Johansson est fantastique. Laurence Pug, sa petite sœur en veuve noire, est tout aussi géniale, j'ai hâte de la voir dans les prochaines aventures. Pour toujours et à jamais, le 3e volet d'À tous les garçons que j'ai aimé, super sympa, ça bouleverse pas les schémas préétablis, mais c'est une bonne vague de fraîcheur, ça donne le sourire, il y a pas mal de petites valeurs morales qui donnent envie en tant qu'individu de s'émanciper le plus possible, et ça c'est beau. Coco, le dernier film Pokémon, très très bon pour peu que l'on soit fan de la licence. Ils font pas mal d'efforts sur l'écriture depuis quelques années et ça se voit. Quant à Kaamelott, j'ai plutôt aimé. Après le problème c'est que je ne suis pas fan à la base de la saga. Il y a plein d'épisodes et des saisons que je n'ai pas pu voir. Du coup quand j'ai vu le film, il y avait des passages que je ne comprenais pas forcément. Mais ça se laisse regarder. J'ai pas été transporté mais ça va. Quant à Luca, le dernier Pixar il me semble, c'est vraiment réservé à un public familial contrairement à leur précédente production. Saul, c'est très plan-plan, c'est très guimauve. Le méchant, alors c'est le méchant le plus éclaté de tout Disney Pixar réuni, il est nul. Petit reshoot post-premier tournage, j'étais obligé. Pourquoi? Parce qu'un certain Shang-Chi et la légende des 10 anneaux est sorti récemment et c'est incroyable, l'un de mes Marvel préférés, l'une des meilleures introductions aux côtés de Black Panther en ce qui me concerne. Tout est réussi, l'action est incroyable, les chorégraphies sont oufissimes, le mobilier, les murs, les surfaces, les armes, tout est calculé de manière à ce que l'impact soit décuplé et que vous preniez un maximum de plaisir en termes visuels. Les persos sont plutôt bien construits, une trame sous fond de drame familial. Le Nemesis à cet égard marque les esprits, il n'est pas fade comme beaucoup de productions Marvel quand on les prend en solo. Ici il a un certain bagou, sa mission première est compréhensible, la bande originale est aux petits oignons, c'est drôle, c'est touchant, c'est rythmé, il y a tout. Il y a tout. De toute façon c'est simple, à partir de la scène dans le bus, vous allez comprendre que Shang-Chi c'est du très très lourd, un monument du divertissement. Et la scène de fin, mamma mia, une adaptation live d'un manga AAA. Il me tarde de découvrir la suite et autant vous dire qu'avec Shang-Chi, la phase 4 est amorcée de la plus brillante des façons. Restez après les scènes post-génériques, j'en ai encore vu partir de la salle, c'est pas possible, là vraiment. C'est pas possible. J'en profite pour parler d'un film français, chose assez rare. En général, c'est pas trop ma came, je les trouve plutôt pompeux. Mais là, cette fois-ci, c'était vraiment très sympathique. Ça s'appelle Un Triomphe, c'est avec Cadmera et ça s'inspire d'une histoire vraie, à savoir un metteur en scène qui va embaucher sous sa coupe toute une troupe de détenus en vue
de les faire jouer dans une pièce de théâtre. C'est touchant, c'est assez terre à terre, les répliques sonnent vraies, ça réchauffe le cœur tout en le brisant à petites touches. Mes romans du moment, Nous rêvions juste de liberté, je suis encore dessus. Il faut vraiment que je me fixe des sortes de délais pour la lecture de romans. Du coup, je vous recommande une autre lecture, Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. C'est très fantastique, c'est assez déstabilisant. Cet auteur-là a une sorte de patte, une sorte de génie narratif pour décrire tout ce qui relève de l'immatériel, de l'abstrait. Et ce sera tout pour ce deuxième numéro de Pêle-mêle. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'apporter des suggestions. Vous avez des suggestions à m'apporter, prenez soin de vous, ciao ciao. Oui, 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 oui.